Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. De Gandhi à Greenpeace, de Martin Luther King au féminisme, la désobéissance civile est un moyen de lutte largement répandu qui prône la résistance dans la non-violence. Et c'est un moyen de lutte efficace s'il est bien pratiqué parce que oui, c'est un art auquel on peut se former. C'est ce qu'a constaté notre réalisateur Alain Hugui en suivant les membres d'Extinction Rebellion. 17 janvier 2020, les rues de Lausanne sont noires de monde. Une année après la première marche pour le climat, 15 000 personnes défilent dans les rues de la ville pour défendre la cause écologique, avec à leur tête une invitée de choix, Greta Thunberg. Au milieu du tumulte, la Suédoise de 17 ans défile sous les objectifs des photographes et des caméramans. La foule se regroupe sur la place de la Riponne. Après quelques discours, Greta Thunberg prend la parole. En icône de la cause climatique, elle encourage les manifestants. Bonjour Lausanne. Ça va bien? I am so grateful to be here with you, especially now on the anniversary of the strike in Lausanne. Mais pour certains, ces manifestations ne sont pas suffisantes pour la transmission du message écologique. Il faut user de moyens plus forts, plus radicaux, quitte à outrepasser le cadre légal. À l'heure actuelle, parce qu'on est dans une situation qui est urgentissime, ça marche, mais ça ne suffit pas, ça ne va pas assez vite. Une urgence justifiée, selon les activistes, par le principe de rétroactivité. Un phénomène observé sur la banquise notamment, qui veut qu'un événement en génère un autre par effet de cascade. Un exemple, la fonte des glaces. En fondant, l'océan qui est noir absorbe la chaleur du soleil, réchauffe la glace qui fond encore plus. Ce jeune activiste fait partie d'Extinction Rebellion, un mouvement dont les actions prônent la désobéissance civile pour véhiculer le message avec plus d'impact. La désobéissance civile, on la considère à XR un peu comme une légitime défense en fait, par rapport à un système qui est un peu toxique, nauséabond, mortifère. Fondée en Angleterre en 2018, Extinction Rebellion, appelée aussi XR, organise des campagnes dédiées à la protection de l'environnement. Des actions directes, outrepassant les lois, avec comme slogan affiché « Quand l'espoir meurt, l'action commence ». Le mouvement compterait aujourd'hui plus de 100 000 membres, actifs dans plus de 70 pays. En Suisse, des formations de désobéissance civile existent pour préparer les défenseurs du climat aux actions sur le terrain. On a plusieurs axes un peu entre des ateliers pratiques ou des parties un peu théoriques où on parle un peu de la situation climatique actuelle et politique, de qu'est-ce qui ne va pas, de Extinction Rebellion et des valeurs du mouvement. On a différents travaux pratiques sur les rapports entre individus, l'écoute active, des expériences pratiques de formation de blocage, des informations juridiques sur ce qu'implique un blocage, des choses comme ça, pour qu'à la fin une personne ait une idée de ce qu'est la désobéissance civile et de ce qu'on propose nous en tant que mouvement. C'est un ensemble d'outils et de méthodes pour s'opposer à un système profondément injuste dans lequel on vit. Imaginer une action qui outrepasse un cadre légal n'est pas anodin. Pour la plupart d'entre nous, c'est aller à l'encontre d'une pensée avec laquelle nous avons grandi. C'est pas simple parce qu'on est pris dans ce système, on a grandi avec, on a intégré ces règles tacitement aussi, on a appris aussi par mimétisme, on a vu faire, donc il y a nécessité d'une prise de conscience. Alors là, évidemment, un mouvement comme XR propose, et puis c'est pas le premier, c'est pas, de loin pas le premier mouvement de désobéissance civile, donc c'est des mouvements qui proposent des changements. Donc même si on prend conscience qu'on doit changer, de faire le pas vers le changement, c'est encore quelque chose. Là, ça devient un travail beaucoup plus personnel et ça devient très difficile de désobéir. Cette formation invite les apprenants à renforcer leur prise de position, en théorie, premièrement, puis corporellement. Un premier pas en direction d'un projet d'action concrète. C'est un exercice où on a 4 axes, un axe violent-non-violent, puis un axe je ferai ça, je ferai pas ça. Puis on expose différentes situations
aux participants. Par exemple, je vais taguer les murs d'une banque avec le logo Extinction Rebellion, je vais refuser d'obéir à la police, je vais saboter un avion de combat qui doit être vendu à une armée étrangère, pour voir à quel point les personnes dans la salle considèrent ça comme violent ou non violent. Puis en fait, ce qu'on remarque, c'est que la notion de non-violence, c'est vraiment quelque chose qui fait débat. Rapidement après la théorie, XR met sur pied une action contre le secteur privé. Lausanne, à la première heure. Les manifestants convergent vers un lieu communiqué par messagerie cryptée. S'ensuit une succession de transports publics pour arriver vers 2 bus de location. Le mouvement se s'est infiltré et prend toutes les précautions d'usage. On compartimente en fait les informations. On sait qu'il y a une répression policière et ils ont mis en place un dispositif pour essayer de bloquer cette action. Départ vers une destination inconnue. Rapidement, on nous demande d'éteindre nos téléphones mobiles. Moi, je travaille à l'informatique, donc je sais très bien quand un téléphone portable il peut être tracé par une tour, etc. Il y a tout qui est gardé, donc c'est normal. Les bus se parqueront finalement au centre de la Genève internationale. Le mouvement prend dès lors l'aspect d'un groupe touristique. Lieu de destination, 50 rue du Rhône, le siège discret du géant du trading énergétique, la société Mercuria. Dans les premières minutes de l'action, ils ne savent pas quel est notre but avant qu'on explique, qu'on pose la situation et qu'on dise on est non violent, on n'est pas là pour voler, on n'est pas là pour dégrader du matériel. Mais XR n'aura pas le temps de s'expliquer. Les caméras de surveillance ont déjà signalé l'intrusion. Société de sécurité, je suis au Rhône 50, donc nous avons des manifestants qui sont dans l'immeuble au 6e étage. Avertit, la multinationale verrouille ses portes. Allô ? Qu'à cela ne tienne, les revendications du groupe passeront par l'interphone. On est là pour faire passer un message, et puis l'idée c'est que ça se fasse de la manière la plus calme possible. J'espère que vous m'entendez. Je suis maître Bélion, maître Rébellion, vous voyez un peu le jeu de mots. Monsieur le directeur, madame la directrice, en toute impunité, vos activités écocidaires violent les accords de Paris, dont la Suisse est signataire. Nous accusons solennellement cette entreprise de faire primer les intérêts particuliers d'une poignée de privilégiés sur l'intérêt général et le droit de vie de tous et toutes. Le but, c'est de créer cette possibilité d'entrer en dialogue avec les parties concernées, appeler à la responsabilité des multinationales ou des entreprises de manière générale. La police ne tarde pas à se rendre sur le site. Le but maintenant pour les activistes, tenir le siège le plus longtemps possible dans un état de refus d'obtempérer. Être en contradiction avec l'État, avec la police, c'est très dur. La presse n'est pas la bienvenue. Et en bas, monsieur, s'il vous plaît. Pièce d'identité. 500 balles. Les contrevenants mesurent les risques encourus pour la défense de la cause climatique. Les bloqueurs vont vraiment sacrifier des fois un avenir professionnel parce qu'une action de la sorte peut engendrer un casier judiciaire. On s'expose à des conséquences qui auront un impact sur la possibilité de trouver un nouvel emploi ou de perdre son emploi actuel. Je ne crois pas qu'on s'habitue à outrepasser les lois. Je pense qu'en revanche, ça devient plus facile et on renforce notre détermination. Plus on fait ces actions qui sont pour nous lourdes de conséquences et pas du tout anodines, plus la réponse est inexistante de l'autre côté, plus on comprend pourquoi on le fait et l'urgence dans laquelle on est. Finalement, les organes de presse sont intimés d'attendre sur la voie publique. Les manifestants, eux, résisteront près d'1 heure encore avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Je suis profondément attachée aux valeurs démocratiques et j'ai l'impression que le civisme et les valeurs démocratiques, elles imposent parfois de réfléchir au cadre légal. C'est-à-dire que pour moi, en parallèle du cadre légal, il y a le cadre éthique. Et puis en fait, les lois et le cadre légal, c'est une construction sociale, c'est un cadre sur lequel on se met d'accord. Et à partir du moment où les lois ne protègent plus les citoyens, il est du devoir de chaque individu, de chaque citoyen aussi de se positionner, puis de décider comment on se réapproprie en fait notre citoyenneté pour faire en sorte que le gouvernement serve les intérêts des citoyens et pas seulement de certaines catégories de population ou des entreprises, des multinationales ou des plus riches. C'est le principe même en fait de la désobéissance civile, c'est de désobéir à des lois qui ne servent pas à l'intérêt général. Xavier Renoux, bonjour. Bonjour. Bon, aujourd'hui, on ne va pas
on ne va pas dire si on est pour ou contre la désobéissance civile, on va essayer de comprendre avec vous les mécanismes. Vous êtes un peu monsieur formation en désobéissance civile. Vous avez écrit « Désobéir, le petit manuel ». C'est un manuel qui donne, quand on a fini de le lire, envie de s'attacher à un arbre avec des cadenas. Peut-être une note sur cette action d'Extinction Rebellion. Est-ce que c'était une bonne action en désobéissance civile? Vous, le formateur, comment vous la jugez, cette action? J'aurais préféré qu'ils puissent rentrer là où ils espéraient rentrer, mais le simple fait de tenter de rentrer attire l'attention de la presse, met une pression importante sur la multinationale ou sur la cible en l'occurrence, la fait connaître, ce qu'elle n'a surtout pas intérêt à faire. Et donc, je la trouve très réussie et j'ai reconnu des têtes croisées sur mes formations. J'en suis très heureux. C'est le coup de l'interphone. vous avez tiqué devant le reportage, vous vous dites on aurait pu aller plus loin. Disons que c'était un peu gentil. Peut-être qu'un effet de surprise, une accélération propice ou un leurre, se faire passer pour un stagiaire, pour un journaliste, de faut pas croire. On prend rendez-vous, on se fait ouvrir la porte et c'est parti. Ouais, parfait. Xavier Renou, XR, non, c'est Extinction Rebellion. C'est un hasard. C'est un hasard. Oriane Sarrazin, bonjour. Vous êtes psychologue social, maître assistante à l'Université de Lausanne et vous avez signé cette fameuse lettre ouverte, ratifiée par une centaine de représentants du monde académique suisse, une lettre de soutien au mouvement Extinction Rebellion et une lettre qui dit finalement on peut justifier quelque part la désobéissance civile face notamment à l'urgence climatique. On a l'impression que ça vous passionne, ces minorités, comme vous dites, et cette désobéissance civile. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce sujet? Alors, parce qu'en tant que psychologue social, je sais que les minorités, à savoir les groupes qui n'ont pas de pouvoir, pas forcément beaucoup de ressources, par l'appui du grand nombre, peuvent avoir malgré tout, et de manière indirecte et sur le long terme, et de manière plus forte, une influence sur les attitudes de la population. Vous, c'est Extinction Rebellion aussi, ça vous a quelque part un peu séduit aussi. Pourquoi? Alors, j'ai signé ce manifeste, cette lettre de soutien, tout d'abord parce que Extinction Rebellion, leur première revendication, c'est écouter la science. Je suis scientifique. Le dérèglement climatique, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un courant de pensée, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Écoutez les chercheurs, écoutez donc du coup les universitaires aussi. Voilà. Ouais. Écoutez tous mes collègues qui travaillent sur le climat et qui montrent de manière indéniable qu'il y a un très gros problème, que l'humanité va droit dans le mur. Et ça justifie de peut-être désobéir de manière civile. Xavier Renou, quelle est la motivation quand dans vos formations vous avez des jeunes, des moins jeunes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi tout d'un coup on désobéit? C'est quoi les motivations? C'est quoi peut-être l'élément déclencheur? Je crois que personne n'a envie de mourir et que là on parle bien de la possibilité de l'extinction de tout ou partie de l'espèce humaine et du reste du vivant. Mais ça peut être sur l'antispécisme, ça peut être sur le féminisme, il y a plusieurs façons aussi. Alors, de manière générale, le choix de la désobéissance civile exprime évidemment une défiance envers les fonctionnements supposément démocratiques qui caractérisent nos sociétés. Un sentiment de défiance nourri par l'action et ce qu'on sait des lobbies, du lobby principal qui est celui de l'argent et de ses multiples facettes, d'une classe politique qui se fait souvent la servante aveugle de ces forces-là, des forces de l'argent. Mais on pourrait se dire, tant que ça ne nous fait pas mal directement, on peut se dire, on laisse passer ça, on constate derrière notre télé ou notre écran, et puis on n'agit pas. Qu'est-ce que tout d'un coup on se dit, on a quoi? On n'a pas envie d'être complice d'un système, ou tout d'un coup on souffre, on a une violence qui est exercée envers nous par ce que vous appelez le dominant dans votre manuel? Je crois qu'il y a un petit peu de tout ça. Il y a le sentiment d'impuissance que l'on essaie de mettre en nous, mais que contrebalance la colère, le sursaut d'indignation contre l'injustice et la volonté à un moment de redevenir pleinement acteur de notre société. Le sens du mot citoyen a été un petit peu oublié, mais nous avons aussi notre mot à dire. Nous les petits, les sans grade, les victimes ou les complices malgré eux de ce que l'on fait à nos voisins, aux frontières, ailleurs, etc. Et donc, c'est pas nouveau, heureusement, qu'au fond de l'être humain, il y a le sens moral, le sentiment d'injustice et une colère contre ce qui va mal.
Ceux qui choisissent la désobéissance civile expriment en effet un certain courage, mais surtout l'idée que les autres mécanismes à notre portée ne suffisent pas ou ne suffisent plus, et que de temps en temps, il faut savoir franchir la ligne jaune. Désobéir. Voilà. Une des premières clés que vous nous donnez dans le manuel, c'est pas de s'attacher en tortue pour se faire démobiliser, pour rendre le travail de la police plus compliqué, c'est de s'informer sur les luttes passées, de dire la désobéissance civile, c'est pas nouveau et ça a marché. C'est ça que vous dites en premier dans vos formations? Oui, je parlais du sentiment d'impuissance, il y a aussi l'effacement de notre mémoire. D'où viennent les droits, les conquêtes sociales dont nous jouissons encore aujourd'hui et qu'on essaie évidemment de grignoter en permanence? Elles viennent de combats qui ont été menés. Les choses ne sont pas demandées gentiment et obtenues gentiment également. Il y a des antagonismes sociaux, des intérêts qui ne sont pas compatibles. Je parlais des puissances de l'argent, elles sont puissances parce que d'autres sont précisément privés de cet argent. Vous leur citez quoi? Par exemple, la marche du sel de Gandhi, Rosa Parks dans le bus Les droits des femmes, les droits du mouvement ouvrier, donc les droits des travailleurs, ont été largement conquis par des actions de désobéissance civile. Les femmes n'ont pas eu à prendre les armes et à tout casser pour obtenir un certain nombre de conquêtes qui font leur émancipation, toujours à défendre et toujours à faire progresser. Les travailleurs, c'est la même chose. Le premier acte fondateur du mouvement ouvrier, c'est la grève. Et la grève, avant d'être autorisée, était interdite. Il s'agissait bien d'une action de désobéissance civile. Je désobéis à la loi qui m'interdit de ne pas travailler. Je le fais de manière non violente, je ne casse rien, je ne m'en prends à personne, mais je me croise les bras en disant ceci n'est pas normal. Oriane Sarrazin, ça, les minorités qui peuvent être aussi influentes, ça vous parle en tant que chercheuse? Oui, bien sûr, et ça c'est quelque chose qui a été étudié d'abord en France, puis beaucoup en Suisse. En fait, ce n'est pas un courant majoritaire de la psychologie sociale, mais on sait que ces minorités peuvent avoir un impact. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que souvent quand on dit est-ce que ça a un impact, on pense que les gens vont changer d'attitude tout de suite. Mais on se rend bien compte, quand il y a une action de désobéissance civile, par exemple un pont qui est bloqué, les gens ne vont pas jeter les clés de leur grosse voiture, déchirer leur billet d'avion, changer de parti politique. Non. Donc on se dit, est-ce que ça a un impact? Mais ça a un impact, je dirais, insidieux, mais dans un sens plutôt positif, où en fait, ça permet une créativité. Vraiment sur le plan cognitif, là je parle vraiment de comment ça marche dans le cerveau des gens. Le fait qu'on est exposé à une minorité qui est consistante, ça veut dire qu'elle donne toujours le même message, avec le même moyen, de manière forte, ça nous fait penser différemment. Alors, une minorité qui pense qu'elle a raison et c'est pour ça qu'elle agit aussi exactement, comme ça. Qui pense qu'elle a raison et qui a un style de communication qu'on dit vraiment intransigeant avec le pouvoir. Pas avec la majorité, vous, moi, les gens dans la rue. La majorité silencieuse parfois. Là, c'est plutôt recommandé, si je peux dire le mot recommandé, d'avoir un style plutôt négociateur. Par contre, c'est une manière d'être intransigeante avec le pouvoir, comme vous l'avez très bien rappelé dans toutes les grandes luttes sociales. Ça fait penser les gens différemment. C'est-à-dire, on ne va peut-être pas devenir membre d'Extinction Rebellion, mais on va commencer à réfléchir sur le climat. Il y a l'organisation de cette structure aussi qui parfois interroge. C'est-à-dire, on transgresse, donc on sort d'un cadre, mais qu'est-ce qu'on met comme cadre à la place? Ça, dans les formations, il doit y avoir des débats en disant on fait ça, on fait pas ça. Ça, on va transgresser, mais qu'est-ce qu'on met à la place? On a l'impression parfois que c'est des minorités unies, c'est des blocs unis qui tirent tous à la même corde, mais il doit y avoir des conflits à l'interne et même les discussions, les mécanismes doivent être compliqués, Xavier Renou. Avant de vous répondre sur ce qui vient d'être dit, je crois que ce qui aussi amène le changement de mentalité, c'est le risque qu'assument précisément ces désobéissants. En désobéissant à la loi et en le faisant publiquement, on s'expose évidemment à la répression. Et il y a une histoire qui est racontée par l'engagement d'abord de citoyens ordinaires qui, parce qu'ils sont confrontés à une impuissance de l'ordre des mécanismes institutionnels qui sont enrayés et à une injustice, décident de prendre des risques et vont jusqu'au bout de la démarche. Le procès fait partie pleinement de la stratégie. Le procès va servir de tribune, va constituer cette tribune qui nous a été refusée jusque-là. Et on admire les martyrs, on admire les héros, on admire et les héroïnes, les gens qui s'exposent au danger pour les autres. Pas seulement pour eux-mêmes, pour les autres. Donc ça contribue évidemment à un certain nombre de chocs. Alors je ne sais pas comment ça se produit. Vous dites dans votre livre, pas besoin de martyrs pourtant. Non, l'idée c'est plus une mise en scène du risque
Il y a un véritable risque, bien sûr, mais un risque mesuré. Moi, je n'invite surtout pas au sacrifice, mais j'invite à calculer le risque, assumer la part de risque que l'on est capable d'assumer. Donc, prendre le risque nécessaire. Ce que fait Extinction Rebellion en choisissant la forme pique-nique, c'est-à-dire festive, mais bloquante des grands axes routiers, a tout compris. Et c'est, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous l'aviez mentionné, ce grand exemple de la marche du sel. Trouver le sel chez Gandhi, c'était trouver l'objet, l'outil, la façon de faire à la portée de tous. On ne fabrique pas des super-héros et nos formations ne sont pas pour des James Bond. Ce sont des formations d'abord intellectuelles. Il y a bien sûr un peu de travaux pratiques, mais c'est d'abord intellectuel. C'est une démarche qu'il faut comprendre, concevoir. Et la stratégie d'Extinction Rebellion, en proposant un outil tout simple, s'asseoir sur la voie publique de manière festive pour partager un repas, un endroit qui va gêner évidemment le trafic routier et les autorités, montre qu'ils ont tout compris. Je vous fais comme ça, Xavier Renoux, c'est-à-dire que je dois passer la parole, hein, c'est en langage verbal dans les séances d'Extinction Rebellion, c'est ça. Peut-être sur cette organisation, vous, ça vous a fasciné, Oriane Sarrazin, c'est-à-dire comment ça marche, comment tout d'un coup on redéfinit, parce qu'il y a des travers aussi dans l'organisation d'une association, d'un mouvement. On se dit on peut avoir un leader charismatique, quelqu'un qui prend la place, qui prend la parole, qui décide à la place des autres. Ce fonctionnement de cette structure, vous l'avez analysé un petit peu Alors, pas analysé au sens proprement dit, mais c'est clair que ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que peu de gens du grand public se rendent compte du niveau d'organisation et de méta-réflexion. En fait, les gens discutent, mais ce n'est pas propre à Extinction Rebellion. Il y a aussi d'autres mouvements liés au climat qui ont ce niveau d'organisation. Et c'est là que ça devient, je trouve, intéressant sur le plan de l'influence sociale, parce qu'en fait, pour qu'on se sente influencé par une source, il faut aussi un peu qu'on se reconnaisse en cette source. Et je pense que ces aspects d'organisation, de mise au calme, de réflexion aussi, on peut imaginer aussi d'exclusion de quelqu'un qui voudrait quelque chose qui ne correspond pas au mouvement, qui pourrait être trop violent, par exemple, je pense que ça peut parler à la population générale. Aussi le fait qu'on a très bien vu dans le reportage, il y a des membres de tout âge. Le stéréotype qu'on a, parce que la psychologie sociale, c'est aussi beaucoup sur les stéréotypes, c'est le ou la jeune, finalement, ça permet de sécher quelques cours, d'aller s'enchaîner sur un pont. Non, c'est pas du tout ça. Et ça permet aussi tout un travail cognitif de voir que c'est des gens très différents, des gens auxquels on peut s'identifier, quelqu'un de notre âge, de notre genre. Voilà, il y a vraiment des gens de tout bord. En tout cas, c'est mon impression. Je vais enchaîner sur une toute autre thématique, la non-violence. C'est-à-dire que la désobéissance civile, c'est constitutif presque de la désobéissance civile. Sinon, ce serait la révolution. C'est la différence entre désobéissance civile et révolution. Pourtant, Machiavel disait en son temps, la fin justifie les moyens, à condition que cette fin soit morale, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait pas dire, ça justifie la violence ou la non-violence, c'est rédhibitoire? Pourquoi c'est rédhibitoire? Alors, l'adage le plus connu, c'est la fin qui justifierait les moyens. Et Gandhi a renversé le principe en disant la fin est dans les moyens. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas neutres. Le choix des outils va déterminer le type de fin que l'on va obtenir. Si je prends le fusil pour libérer une population, je prends goût au fusil. Je sélectionne aussi le type de militant parce que ça n'est pas donné à tout le monde. L'entraînement militaire, les caches, acheter les armes, etc. Le choix de la violence extrême du fusil, mais la violence de la casse ou de l'affrontement avec la police, c'est un choix qui crée un gouffre, qui établit deux camps stricts, qui pourtant qui ne peut pas dialoguer, du coup. Voilà, qui interdit tout dialogue et tout changement de camp. Or, il ne s'agit pas d'opposer révolution et désobéissance civile. Moi, je prône une révolution anticapitaliste, mais non violente. Et cette révolution, sa condition, c'est que une partie des gens qui sont aujourd'hui dans l'autre camp changent de camp. Il faut que la porte soit ouverte pour que les gens qui n'ont pas intérêt à défendre le système qui nous emmène vers le mur changent de camp au dernier moment et qu'il ne reste que le sommet de la pyramide qui sera le dernier. Et il y a aussi un non-retour en arrière dans la violence, c'est-à-dire qu'on tue quelqu'un, on ne peut pas réparer. Ça veut dire que c'est une pureté de l'idéologie de dire, en fait, on n'a pas pu se tromper. Si on tue quelqu'un, il y a quelque chose qu'on ne peut pas réparer, qu'on aurait dans la non-violence. La non-violence est une approche modeste. C'est
D'abord, l'idée que la conscience a des droits. Oui, bien sûr, quand j'accepte ou quand je considère qu'il faut désobéir à la loi, j'estime que ma conscience peut à un moment avoir des droits, y compris sur la majorité. Mais je sais que ma conscience peut aussi m'induire en erreur et pour cette raison, je fais le choix de ne pas utiliser des moyens irréversibles. C'est-à-dire que s'il m'était prouvé que j'avais tort de neutraliser une parcelle d'organismes génétiquement modifiés, par exemple, les fameux OGM, eh bien, je pourrais réparer le tort que j'ai causé en replantant, en remboursant, en réparant. Quand je mutile un policier avec un cocktail Molotov, avec un caillou, avec un fusil évidemment, eh bien je m'institue en une espèce de Dieu peut-être, qui saurait tout et qui aurait toujours raison. Et l'autre aurait toujours tort. Ça, c'est insupportable. Oriane Sarrazin, pour une minorité, c'est pas malin d'être violent quelque part ou... Alors, en tout cas, c'est pas stratégique. Alors là, vraiment, sans jugement sur les idéologies, sur les moyens, on risque de provoquer ce qu'on appelle la réactance. C'est un phénomène aussi très connu en psychologie. Si on va trop loin, trop fort, alors on risque de convaincre les gens qui sont déjà tout proches d'être convaincus. Donc là, les gens vont dire, ouais, ceux-là, ils vont aussi loin. Mais les gens qui sont indécis ou alors qui ne connaissent pas bien la cause, qui n'ont pas une idée précise du message, si c'est trop fort, trop violent et que ça ne correspond pas du tout à leurs valeurs, là, on risque même d'avoir des gens qui se polarisent, mais dans l'autre sens. Et on ne révélera pas cette majorité silencieuse qui finalement était proche de sympathiser avec une... Voilà, donc c'est assez stratégique de faire des choses visibles, des choses avec un message fort. Après, bien sûr, il y a des gens qui vont être exaspérés dans leur voiture et puis qui vont décider de polluer encore plus après. Ça, on ne peut pas échapper, à mon avis. Mais en tout cas, pour convaincre les gens qui pourraient être convaincus, la non-violence, en tout cas, est vraiment le moyen. Bon, la violence, c'est aussi un peu subjectif. Quand on séquestre un patron, etc., c'est une forme de violence aussi. Ça peut être perçu, la violence psychologique aussi. Alors nous, on ne va pas séquestrer un patron, on va le retenir pour une réunion un peu tardive. On séquestre un journaliste aussi. Et le travail sur la forme est important. Ça prête évidemment à sourire, mais ce n'est pas complètement anodin ce que je dis. C'est qu'en effet, et c'est plutôt positif, les gens sont de plus en plus rétifs à la violence, au point que nos pires ennemis, les gens qui n'ont aucun scrupule pour s'enrichir et détruire notre avenir, eh bien, dissimulent leur propre violence. Donc, il n'est pas question pour nous de tomber dans ce piège de la violence. Mais en effet, plus la violence est rejetée, plus le niveau d'acceptabilité d'un moyen tombe bas. D'où un travail énorme sur la forme, et d'où des nécessités d'organisation. Encore une fois, mettez de l'humour, mettez du festif, mettez du intergénérationnel, gardez le sourire, respectez l'adversaire au moins dans la forme verbale, dans le dialogue. Vous gagnerez des points, vous serez éminemment non-violent dans la forme et néanmoins déterminé à créer le rapport de force qui va permettre la victoire. Vous nous avez presque formé à la désobéissance civile, Xavier Renou. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. On en sait un peu plus sur ce concept de lutte de désobéissance civile. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous laisser un message sur notre page Facebook ou nous écrire à notre adresse mail fautpascroire@rts.ch. Faut pas croire, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit donc à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.